Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique au cours de laquelle nous allons nous intéresser à ceci. Fléau, un ouvrage de type D-like OSR, dans un format un peu plus petit que le A4, avec une couverture rigide, ouvrage qui nous est proposé, donc à l'écriture c'est Kobayashi, et à la maquette et à la direction artistique Edgara. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans et pourquoi ça m'a beaucoup plu? Alors, je précise, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire une partie, mais ça ne saurait tarder. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté déjà très ramassé. En une centaine de pages, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer, à savoir la création de personnages, les règles, un petit univers dont les maîtres de jeu pourront s'emparer pour un petit peu prendre des éléments, rajouter, etc. Donc ça reste quelque chose d'assez ouvert qui permet à ceux d'entre vous qui veulent être plus créatifs de rebondir sur la proposition. Et puis une ou deux aventures, je crois. Une grosse aventure qui est en deux parties, je crois. Bain de sang au château de Kragstein. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans ce jeu? En fait, ça pourrait faire penser à un hack de Donjons et Dragons simplifié. Alors, on va regarder un peu ensemble la création de personnages. Je vous montre un peu la maquette comme ça, qui n'est pas sans rappeler donc le style OSR. On joue beaucoup avec les typographies, la mise en espace des typographies. Vous voyez ce genre de page. Bon, moi j'aime beaucoup ce genre de maquette. C'est un ouvrage noir et blanc, mais j'ai presque envie de dire que ça ajoute quelque chose à l'ouvrage. Ce genre d'ouvrage, ça passe beaucoup mieux en noir et blanc. Je m'étais fait la même réflexion avec DCC et ça reste toujours d'actualité. Alors, votre personnage, il est composé de 7 attributs. Jusque-là, vous allez me dire, ah, classique, on est habitué au 6, et puis il y en a en plus. Alors, regardons un petit peu. Il y a la force, la dextérité, l'érudition, le charisme, le sang-froid, la mêlée et le tir. Vous voyez que déjà, on détourne un petit peu ce qu'on connaît, les bases sur lesquelles on est, force, dextérité, intelligence, etc. Avec des petites précisions, par exemple, la constitution n'étant pas au rendez-vous, eh bien c'est la force qui va représenter à la fois la puissance physique et l'endurance du personnage. Dextérité est très classique, englobe l'adresse et l'agilité. L'érudition, eh bien l'érudition qui va un peu remplacer l'intelligence, en tout cas une certaine forme de concept de l'intelligence, c'est l'érudition qui désigne un niveau de culture générale. Le charisme, ça on connaît. Le sang-froid qui va mesurer la capacité des personnages à continuer à pouvoir à garder leur sang-froid et avoir des réactions naturelles qui leur permettent de passer sur les challenges qui leur sont proposés. Et puis les deux caractéristiques de combat, la mêlée pour le combat avec des armes de mêlée et le tir pour tout ce qui va concerner les arcs. Donc vous voyez, on part de quelque chose très connu, on le détourne un peu et on est tout de suite sur autre chose. Et vous allez voir que ça le fait en fait. C'est pas juste de cosmétique, on va dire. On va dire que le système, il a été pensé dans ce sens-là, et ça, on le ressent bien. Ensuite, comment vous déterminez ces attributs? Vous tirez 2d6 et du coup, vous avez un petit tableau avec des résultats. Si votre résultat est compris entre 6 et 7, par exemple, vous avez 10. Et vous voyez que la valeur maximum est 13 et pas 18. Et là, déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, enfin, on sort un peu du trope du super-héros qui est un peu tue l'amour à la longue. D'ailleurs, si vous regardez ici, on a ce rappel d'une des règles pour moi primordiales de l'OSR, tout le monde ne survivra pas. On annonce la couleur dès le début. Puis il y a le titre également, un fléau, qui fait évidemment, évoque une menace contre laquelle on a bien du mal à lutter. Ensuite, vous avez différents peuples, alors humains, halflings, elfes, nains, gobelins, sans-d'ogres, voilà, et dans chacune de ces catégories, vous pouvez tirer un D6 ou choisir un peu comme vous voulez. Alors par exemple, je ne vais pas toutes les faire, mais pour que vous compreniez le principe, un humain ou halfling,
Si vous tirez dans le petit tableau, si vous faites un 1 au sein d'une maison noble, vous avez grandi donc au sein d'une maison noble et vous ajoutez plus 1 à votre charisme. 2, vous avez grandi dans une ferme, vous ajoutez plus 1 en force. Autre concept très intéressant qui apparaît donc dès la page 19, c'est ce qu'on vous propose de jouer. En réalité, là, ça va être un peu le background. Et on vous explique, ça s'appelle accusé de crime. Crime, plus exactement, voilà, accusé. Vous êtes maintenant sur les routes parce qu'on vous a accusé de, et là encore une fois, vous avez une table façon OSR, vous tirez un des 20, vous faites 14, d'avoir accepté un pot de vin. Et voilà comment on crée son personnage. Et là, bon déjà, le côté crime me renvoie à ma campagne que je viens de finir première partie de ma campagne Les Fugitifs, donc où j'avais fait cette proposition aux joueurs de jouer des criminels en fait. Et j'étais arrivé sans connaître cet ouvrage au même résultat, de me dire que ça pouvait être intéressant de renverser un peu le truc. Toujours cette envie de pas forcément jouer des défenseurs du bien et puis des personnages qui sont forcément du bon côté du manche, parce que je pense qu'en termes de tourment personnel et de ressort dramatique, ça peut être intéressant d'être un petit peu sur autre chose. Ensuite, vous avez une profession. Pour survivre, vous avez compté sur, là encore c'est très original, plutôt que de choisir le métier, on vous demande, alors vous pouvez le tirer au sort, vous pouvez le choisir. Par exemple, j'ai choisi pour survivre, allez, la débrouillardise, et ensuite j'ai encore une petite table à 1 des 6. Grand 1, j'ai été cambrioleur. Peu de serrure vous résiste, vous avez un avantage à tous les jets d'attributs liés à l'escalade, le crochetage et la discrétion. Et vous avez plus 1 en dextérité. Alors là encore, ce qu'il faut expliquer, voilà, c'est qu'il y a ce système d'avantages. Bon, c'est déjà vu, hein, voilà, mais ça marche bien, d'autant plus dans ce genre de jeu. Où là vraiment, l'intérêt, c'est d'avoir un système qui s'efface, des joueurs qui sont dans l'action, dans le roleplay, dans le drama, et qui sont pas à se cacher derrière leur fiche de personnage pour jouer. Vous avez des points de vie, en fait vos points de vie sont égaux à votre score de force. Ça rejoint un peu ICRPG, un Dex Card role-playing game, puisque vous voyez que le tableau il va jusqu'à 13, vous pouvez choper un plus en force, ça vous ferait 14 quand vous débutez, et ça veut dire que vous avez 14 points de vie. Et vous avez également un dé de dégâts. Par défaut, un personnage inflige D6 points de dégâts quand il est armé, et D4 quand il est à main nue. Vous avez également un peu d'argent, 3D6 shillings, qui est apparemment c'est la monnaie, c'est le shilling, pour acheter des petites choses. Et puis vous avez un dé d'usage de volonté égal à D6. Là encore, on peut remarquer l'utilisation d'un concept qui est vraiment très très présent dans l'OSR, le dé d'usage qui va vous permettre à gérer sans avoir à tenir des comptes d'apothicaire, des ressources, ou là par exemple ça peut être une jauge comme la jauge de volonté. Le gros du principe étant, la mécanique principale de ce genre de principe, c'est que lorsque vous faites appel à cette ressource, si vous êtes par exemple au D20, vous tirez un dé, si vous tombez en dessous, vous diminuez d'un cran, donc vous passez au D12, etc., etc. Vous avez une petite page un peu pour personnifier les personnages, avec donc des talents, là encore, à choisir. Les équipements, les armes, vous voyez que c'est très succinct, hein, la liste des armes. Alors ça ne vous empêche pas d'en rajouter, d'autant que vous l'avez compris, les armes sont là pour la couleur. Bon, mis à part les armes à deux mains, dans le combat, j'y reviendrai, il y a une petite règle sur les armes à deux mains, mais sinon, que vous combattiez donc à la hache, une main, hache de bataille une main, ou à l'épée, vous ferez D6 de dégâts. Le petit résumé sur la création de personnages, très classique, mais c'est toujours, voilà, ça fait une belle double page, et puis ça précise peut-être pour les plus débutants comment faire. On arrive ensuite, j'aime beaucoup ce style. On arrive ensuite une très belle illu sur les règles en elles-mêmes. Et là encore, on voit bien que le souci de l'auteur, ça a été de faire quelque chose de rapide, efficace.
Alors, les mécaniques principales étant le jet d'attribut. Quand un personnage tente une action qui a une chance d'échouer, le joueur fait un jet d'attribut en lançant un des 20. Un résultat inférieur à l'attribut concerné est une réussite. Un résultat supérieur ou égal est un échec. Vous avez 13 en dextérité, vous voulez crocheter une serrure, vous tirez un des 20 si vous faites jusqu'à 12. Vous réussissez, si vous faites en dessous, vous ratez. Le tour définit comme le temps nécessaire à un personnage pour agir et se déplacer. Un tour désigne, et là encore c'est une mécanique aussi chère à l'OSR, un tour en fait, le concept il faut le voir comme un tour de table. Tous les personnages ont agi. En termes de jeu, donc ce tour il est un peu élastique, temporalité qui plairait à Einstein sur la relativité. Et il peut représenter quelques instants, quelques jours, si il s'agit d'un voyage, etc., etc. Un tour, 2 actions. Alors, il y a une petite précision intéressante, c'est un peu le côté tactique du jeu. Il n'y en a pas des masses de tactique, mais celle-ci, elle va revenir souvent, je pense. Un personnage peut agir 2 fois au cours de son tour. La complexité de l'action et la distance parcourue en cas de mouvement dépendent de la longueur du tour telle qu'elle est définie par le MJ. Évidemment, si vous faites des tours de quelques secondes en combat, votre personnage ne va pas pouvoir dire qu'il se déplace de 10 km. On n'est pas des super-héros. Accomplir 2 actions identiques au cours de son tour va vous obliger à réaliser un jet de volonté. Puis vous avez échec critique, réussite critique. Le 1, c'est toujours une réussite critique, le 20, un échec, puisqu'on est sur un roll under, c'est-à-dire faire moins que votre attribut. Avantage, désavantage. Un avantage permet au joueur de conserver le dé faisant le meilleur résultat. Un désavantage signifie que la MJ choisit le résultat. Pour la MJ, petite précision, utilisez cette règle afin de représenter les conditions, bonnes ou mauvaises, qui peuvent influer sur un jet d'attribut. De bonnes relations, un temps pluvieux, des outils adaptés. Pour le joueur, créez des situations susceptibles de donner un avantage à votre personnage. Donc là encore, on remet un petit peu de tactique, puisque c'est toujours intéressant d'aller chercher l'avantage. Ou au moins d'éviter le désavantage. Un avantage ou un désavantage peut s'appliquer sur n'importe quel jet de dés, du jet d'attribut au jet de dégâts en passant par le dé d'usage. Si un jet bénéficie à la fois d'un avantage et d'un désavantage, ils s'annulent mutuellement, quel que soit le nombre d'avantages et de désavantages. Le dé d'usage, nous y voilà. Certaines choses peuvent être représentées sous la forme d'un dé d'usage afin de refléter leur caractère limité. Quand une ressource est utilisée ou à la fin d'un combat pour les armes, lancer son dé d'usage. Un résultat de 1 ou 2 signifie que la ressource diminue et le dé d'usage est alors dégradé. Sa taille descend d'un cran sur l'échelle suivante. 20, 12, 10, 8, 6, 4. Voilà. Alors c'est rigolo. Moi quand j'employais les dés d'usage dans mon Frankenstein, j'étais sur quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que le dé d'usage, déjà, c'était de 1 à 3. Et ensuite, le dé d'usage variait. C'est-à-dire que si vous démarriez avec un dé d'usage au dé 12, si vous faisiez 1, 2 ou 3, vous passiez au cran directement du dé 10. Etc. Là, on part toujours sur la même échelle de 20, ce qui est pas mal. Enfin, une petite précision sur la volonté. Là encore, c'est une mécanique centrale. Le dé de volonté représente la capacité du personnage à surmonter la peur et à se dépasser. C'est une ressource qui est représentée par un dé d'usage. Lorsque ce dé est épuisé, le personnage doit faire un jet de panique. Un personnage doit faire un jet de volonté lorsque, ce sont des exemples, mais je pense que ça peut être étendu, vous utilisez la même action 2 fois au cours de votre tour. C'est-à-dire si par exemple en combat vous voulez frapper 2 fois, vous utilisez un talent qui l'exige, vous obtenez un échec critique sur un jet d'attribut. Si la situation encourue, tentée, nécessitait déjà un dé d'usage, à ce moment-là, vous faites un dé d'usage avec un désavantage. Le dé de volonté revient à son maximum une fois que le personnage a pris un repos long. Donc encore une jauge qui va changer après chaque repos long. Un personnage peut choisir de se dépasser. Il lance le dé de volonté et soustrait le résultat à l'un de ses jets d'attribut ou l'ajoute à un jet de dégâts. Dans ce cas, le dé de volonté est automatiquement dégradé. Vous pouvez dire, voilà, j'ai vraiment envie de réussir ce coup,
j'ai pas de possibilité tactique de prendre l'avantage, bah, j'ai beaucoup de volonté, je suis encore en maximum de ma volonté, au cran des 20, donc je vais cramer un dé de volonté, je vais me retrouver au D12 par la suite, mais par contre je tire le dé de volonté, et derrière j'ajoute, enfin je soustrais plutôt à mon attribut, puisqu'il faut faire en dessous. Vous avez une petite table sur la panique. Alors, une fois que le dé de volonté est épuisé, le personnage panique. Le joueur doit alors lancer un dé 6 sur la table de panique. Vous avez la peur. Quand un personnage fait face à une situation effrayante, son personnage doit faire un jet de sang-froid. Un échec offre deux options. Le personnage s'enfuit. Il jette son dé de volonté pour continuer à agir normalement. Donc voilà, si vous prenez la fuite, vous conservez votre volonté. Si vous voulez à tout prix rester, vous tirez un dé d'usure de volonté, dé d'usage de volonté. Ce qui fait que voilà, ça peut être un peu dangereux à certains moments de l'aventure. Ensuite, vous avez un petit peu des choses sur les distances. Ils ont repris ce concept, moi je le connaissais dans beaucoup de jeux plus... j'allais dire moderne parce que ce jeu il est moderne bien sûr, mais en fait on voit qu'il y a un côté très OSR dans les jeux modernes vraiment qui s'inscrivent pas du tout dans l'OSR. Je crois que c'est à Star Wars chez FFG où en fait vous avez adjacent, proche, lointain et distant, et ça suffit pour gérer toutes les situations. C'est des jeux qui vont favoriser les combats en theater of the mind pour rester dans quelque chose de cinématique. On va pas s'amuser, je pense, trop souvent à sortir les plans et à commencer à compter les cases. Tout est fait dans les mécaniques de jeu pour avoir quelque chose de vraiment fluide. Bon, et puis après, je vais pas toutes vous les faire, mais vous avez voilà l'initiative, les actions groupées, agir pendant son tour, attaquer, ajouter un effet à votre attaque. Vous pouvez essayer de défoncer, désarmer, distribuer les coups à plusieurs créatures adjacentes. Vous avez se défendre. Encore une fois, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que les personnages ont la possibilité de se défendre. Alors, là, j'en viens à quelque chose d'important dans ce jeu, qui encore, vous allez voir, aller vers le côté fluidité. C'est qu'en réalité, dans ce jeu, les adversaires des personnages ne tirent pas de jet d'attaque. On considère que ce sont les personnages qui vont se défendre. Donc déjà, vous évitez le rôle des dés. Par contre, nos personnages à nous, ils peuvent faire se défendre. Ça ne compte pas comme une action dans le round. C'est-à-dire que vous pouvez, dans un round, faire deux actions, déplacement frappé, ou frapper deux fois, mais avec un désavantage sur l'une des deux, parce que vous faites deux fois la même action, et vous pouvez gratuitement vous défendre. Selon si on vous attaque avec une arme de mêlée ou une arme de tir, type arbalète, vous devez faire un jet de dextérité pour l'éviter. Les armes de tir, hein, arc, lancer de couteau, etc. Par contre, si c'est de la mêlée, eh bien vous pouvez faire esquive ou dextérité. On continue avec les armes à feu, la sorcellerie. Voilà, sorcellerie qui va avoir son petit chapitre avec des listes de sorts, l'alchimie, les malédictions, également quelques mots sur les objets enchantés. Puis vous avez, et là encore une fois, très bon dans un petit ouvrage de 100 pages qui fait tout en un bestiaire. Voilà, avec une liste de créatures notées, comme ce qui est aussi super sympa pour les gens qui aiment les jeux light. Regardez à chaque fois la créature, comment elle est décrite. Je vais prendre la première, l'abyssal. Il a son niveau, ses points de vie, les actions qu'il peut faire. Alors, harpon, ça veut dire qu'il frappe au harpon. Il fait 5 de dégâts et dextérité ou mêlée pour l'éviter. Téléportation, certains monstres ont des petites actions particulières. Voilà. Et le niveau, ça a une importance parce que vous avez des bonus ou des malus selon qu'on compare votre niveau à celui de la créature que vous affrontez. Donc vous avez plusieurs pages de créatures. On vous explique comment créer vos propres monstres sur le pouce. Ça, c'est toujours bien. Et du coup, pour le coup, il suffit d'avoir un petit concept, ça se fait très vite. J'ai moi-même commencé à faire des essais. C'est vraiment intéressant en termes de fluidité. Puis vous avez donc un scénario, bain de sang à Château Kranstein. Et enfin, vous avez Empire, Royaume et autres châteaux. Et là, encore une fois, c'est là où je trouve que Kobayashi a fait fort, c'est qu'il vous met quand même un petit univers.
Alors là encore, on va pas vous étouffer parce que il y a de moins en moins de gens qui ont envie de se taper 200 pages de background pour commencer à jouer, et puis finalement retomber selon le genre dans des situations qui sont... il y a des variations, mais le genre va déterminer beaucoup des péripéties et de ce que vous allez jouer. Voilà, vous avez une carte, petite carte, simple mais efficace, avec des zones de jeu, et puis après, chaque point de la carte est détaillé dans un petit peu, vous voyez, de background, toujours des chouettes illus, toujours en noir et blanc, mais ça passe bien. Amonaban, l'Empire de l'Est, l'archipel du crâne. Donc c'est assez, il y a à chaque fois les racines du monde. Les créatures qui peuplent l'Urundun peuvent être motivées par une multitude de choses, le désir, la curiosité, la violence. Très belle illu. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il va y avoir un parti pris, une couleur, un trope, selon les endroits du royaume. Et puis voilà. Et ça suffit pour donner une couleur et pour permettre au maître de jeu de s'en inspirer pour ses aventures. Vous avez des petites tables résumées à la fin. Voilà. Avec ça, vous pouvez faire jouer. Donc c'est très malin. Vraiment très malin. 4 pages. À la fin, vous avez toutes les règles. Le temps que vous vous les mettiez dans la tête, mais je pense que ça va venir assez vite si vous avez l'habitude de faire un petit peu ce genre de jeu. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que donc pour un jeu qui est autour de 30 euros, 29 euros, je crois, en print on demand chez Lulu, vous avez un jeu couverture rigide, un format original. J'adore l'illustration de couverture. Personnellement, je la trouve très sympa, là, ce rouge, ce truc-là qui rappelle un œil et une bouche. Et en même temps, si on regarde bien un peu plus près, je sais pas si vous pouvez voir, en fait, vous voyez qu'il s'agit d'une ville, d'une construction. Derrière, vous avez une menace avec cette même chose qui est un peu rappelée. Sauf que là, ça forme une créature. Donc, que dire? Moi, je trouve que j'ai hâte de pouvoir faire une partie. C'est un bon jeu. Moi, j'avais fait des vidéos, vous vous rappelez, sur O, sur DCC, enfin, sur ICRPG, sur tous ces jeux un peu, en fait, qu'on appelle old school, même s'ils sortent aujourd'hui, et qui, en fait, vont être des hacks, des détournements de jeux existants, où chaque auteur va prendre, monter son système, l'orienter par rapport au game design qu'il a choisi pour donner quelque chose d'assez vivant. Là, franchement, vous lisez ça, les règles, ça vous apparaît immédiat et facilement, la prise en main paraît facile, et vous avez en même temps plein d'évocations pour écrire vos petites aventures. Voilà, j'ai hâte de tester ce jeu. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.